Bienvenue dans cette dernière vidéo de la trilogie. Et là, on rentre maintenant sur le cas concret. On va mettre en application les différents postes de consommation que l'on a vus sur une électrique, sur une thermique qui ont la même carrosserie. Et puis on va tester différents usages et voir comment se répartissent ces postes de consommation. Alors pour rappel, on va travailler sur la BMW i4 et sa version thermique qui s'appelle la série 4. Il y a à peu près 300-400 kg d'écart suivant les versions entre ces deux voitures. Et toute la question va être comment ça va se ressentir en termes de besoin énergétique, puis finalement de consommation finale en kilowattheure au 100, et puis même en litres au 100. On fera la conversion. Je rappelle quand même la décomposition de la trilogie en 3 vidéos. La première partie traitait de l'énergie et de sa conversion en énergie mécanique pour faire avancer un véhicule, donc plutôt des généralités et puis permettre de rentrer dans le sujet de l'électrique. La deuxième partie détaillait les formules et les paramètres influents sur chacun des postes de consommation qui font la dépense énergétique d'une voiture. Et puis la partie 3 donc, vous la connaissez, étude de cas. Ouais, les petits retours en arrière sur les postes de dépenses énergétiques. Donc, on commence par des consommations à l'arrêt, il y a les accessoires, et notamment le chauffage pour l'électrique qui a ses différenciants, nous le verrons. La consommation du ralenti moteur pour les voitures thermiques. Alors, il y a un stop and start qu'on a considéré avec 30% d'efficacité environ. En effet, des fois, il se met pour rien parce qu'on repart tout de suite, ou des fois, il ne va pas se mettre selon l'état de charge de la batterie. Et donc, voilà, on l'a considéré à 30% d'efficacité. Après, mise en mouvement rectiligne uniforme. Donc, on roule à vitesse constante sur le plat. On a une partie résistance au roulement des pneumatiques qui dépend notamment de la masse et du type de pneu et du revêtement. Une énergie de transmission un peu plus forte sur les thermiques puisque là, vous avez une boîte de vitesse en plus. Et puis des efforts aérodynamiques qui dépendent principalement de la vitesse au carré, également de la forme du véhicule, donc de sa taille avec la surface frontale et puis de sa forme avec le CX, le coefficient de traînée. Et puis ensuite des variations de niveau d'énergie, donc on va faire varier la vitesse et elle va être au carré dans la formule de l'énergie cinétique. Et puis ensuite on va faire varier l'altitude et là vous aurez une équation qui dépend de nouveau de la masse, comme pour l'énergie cinétique, mais également de la gravité terrestre. Bon, là, on n'a pas bien le choix. Et puis ensuite de la hauteur à laquelle se trouve le véhicule. À noter quand même, toute l'étude va se faire en ligne droite. Il n'y aura pas de phase de virage qui aurait en fait dû être pris en compte, et ce qui va faire aussi que les consos sont assez faibles, vous verrez, puisqu'en fait vous n'avez pas de glissement dans les virages, donc vous n'avez pas une perte supplémentaire qui devrait être normalement liée à la résistance au volant des pneumatiques en virage. Alors, 3 usages. C'est pas un cycle WLTP, hein, c'est un cycle maison, on va dire. Donc, le premier usage, c'est l'urbain, 25 km en moyenne, en 4 trajets de 25 km. Donc, à chaque fois, il faut réchauffer la voiture, batterie et accessoires notamment. Et puis, le rendement aussi du thermique n'est pas forcément idéal le temps que ça monte en température. Donc, le but, c'était de prendre ces effets-là. Et 20% du temps à l'arrêt. Usage routier, 70 km en moyenne, en 2 trajets. Et usage autoroutier, 130 km en moyenne en un trajet. Et 130, c'est un peu élevé, mais ça permettait de mettre en exergue les forces aérodynamiques. Et donc on a pris 130 de moyenne, ce qui n'est pas tenable en France, puisque c'est la vitesse maxi à laquelle on a le droit de rouler. Allez, on va détailler nos deux protagonistes, donc ces deux belles autos. Le prix des voitures haut de gamme, j'aurais pu prendre la 208 qui existe également en thermique et en électrique. Voilà, bon, j'ai choisi cette voiture-là. J'ai eu la chance de rouler les deux versions qui sont toutes les deux très agréables à rouler, avec chacune leur avantage et inconvénients. Voilà, c'est deux voitures assez extraordinaires. Des prix très élevés dans les deux cas, mais par contre, on voit que sur la partie haut de gamme, finalement, l'électrique ne rajoute pas vraiment un surcoût, hein. On est vraiment dans des domaines très proches. Le CX, je l'ai pris équivalent, et c'est vrai que c'est une spécificité de cette voiture-là. Elle arrive à atteindre, même en thermique, un CX, malgré les refroidissements, aussi bon que le CX de la version électrique. Et ce, grâce à une calandre bien spécifique qui vient se fermer, en fait, notamment sur autoroute, pour améliorer le CX puisqu'il y a beaucoup de ventilation naturelle déjà, puisqu'il y a beaucoup d'air qui est brassé, et donc il n'y a pas forcément besoin de réouvrir les ouïes quand on roule autour de 130 km/h, et donc ce qui permet d'être assez efficient. Le poids, on en a déjà parlé, donc il y a 400 kg d'écart. Les performances, on va dire, à peu près équivalentes. La version électrique un peu plus performante à basse vitesse, la version thermique un peu plus performante à haute vitesse. Et puis l'énergie embarquée, hein, je le rappelle, 81 kWh sur la version électrique, 59 litres sur la version 440i, ce qui fait 530 kWh. Il n'y a plus un rapport de 10, il y a un rapport de 9, parce que dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé de diesel, et là on est en essence, et donc il n'y a pas tout à fait le même ratio. Alors, quelques hypothèses de travail que j'ai pris pour cette vidéo. Alors, on va être en usage hivernal autour de 0-5 degrés. Voilà, en termes notamment de réchauffage d'habitacle, de batterie, et également d'impact sur la densité de l'air, comme on l'a vu précédemment. Les rendements entre 85 et 95% pour les moteurs électriques, entre 20 et 30% pour le thermique. Les taux de rendement énergétique, alors 88% pour le pétrole, je rappelle, hein, on perd 12 barils de pétrole quand on en extrait 100.
Et pour l'électrique, 40% en prenant le mix énergétique Europe. Je vous ramène à la première vidéo si vous voulez plus d'informations à ce sujet. Mais globalement, ce qu'on dit, c'est que pour fabriquer de l'électricité, c'est un certain rendement et des pertes également. Donc autant le moteur est très performant, le moteur batterie très performant en termes de rendement, mais il faut bien fabriquer cette électricité qu'on ne trouve pas naturellement, en tout cas qu'on n'arrive pas à capter naturellement dans la nature. Et donc voilà, il y a une perte de rendement également à ce niveau-là. Les pneus 8 kilotonnes, ça reste une bonne valeur, parce que même si je vous ai annoncé des valeurs qui sont en dessous, donc autour de 5,5 kilotonnes, il faut rappeler que c'est des valeurs qui sont des valeurs expérimentales, donc dans des conditions de température bien précises, sur un revêtement bien précis, et vous allez rouler sur des revêtements d'un peu moins bonne qualité. C'est des valeurs qui vont augmenter. 8 kilotonnes, ça reste par ces températures de moins 5 degrés un excellent niveau, et vous verrez que ça se ressent sur les consos qui sont peut-être un peu plus faibles que ce qu'on peut avoir dans la réalité. Autre chose à signaler, nous travaillons en ligne droite, donc en fait on va prendre uniquement les frottements pneus longitudinaux, on ne prendra pas le transversal. Quand vous prenez un virage, votre pneu glisse légèrement, ça ne se voit pas, mais votre pneu glisse légèrement, il y a une perte énergétique également à ce niveau-là. Les variations de vitesse, plus ou moins 25 km/h dans tous les cas, 0,2 G en accélération, 0,1 G en décélération, c'est vraiment éco-conduite, hein. Tout ça, ça vient plutôt améliorer la performance de la voiture thermique. Environ 50% de la distance en variation de vitesse en urbain, 30% en routier, 20% en autoroutier. Et pour le dénivelé, 1500 mètres de dénivelé sur les 100 km. Donc montée-descente, ça fait une pente moyenne de 3%. C'est donc des pentes qui sont relativement faibles. Et on a pris une efficacité de régénération autour de 70%. On commence avec le cycle basse vitesse en ville, et puis ensuite on va parler de tout ce qui va être hors de la ville. Alors on est parti sur le plat à vitesse constante, hors rendement pour l'instant. Donc consommation des accessoires. On a vu, plus important sur l'électrique, il faut chauffer l'habitacle notamment. Consommation à l'arrêt, ralenti moteur lorsqu'on est arrêté au feu rouge. Donc, on avait dit qu'on était à vitesse constante, j'ai quand même intégré toute une phase d'arrêt. Donc en fait, il faut imaginer une vitesse qui serait en créneau, hein. Elle passe de 25 km/h à 0 directement. Il n'y a pas des variations progressives. Et donc voilà, finalement, on voit que sur le bilan, là, on arrive à peu près à la même chose. Ensuite, l'aérodynamique, très faible en ville. On a vu que ça dépendait de la vitesse au carré, mais bon, vitesse très faible, donc peu d'aéro. La résistance au roulement des pneus, qui a une importance qu'on verra, qui est assez stable, quels que soient les usages. La transmission un peu plus forte sur la voiture thermique, liée à sa boîte de vitesse principalement. Les rendements moteurs qui font clairement un écart, puisque là, on était sur des besoins assez proches, puis là, on vient décaler clairement le besoin. Et puis ensuite, si on intègre les pertes liées au rendement de production d'énergie, bon, la 440i, la version thermique, reprend un peu de son retard, mais globalement, l'avantage est toujours quand même à la voiture électrique. Alors, on va intégrer de la dénivellation, donc le parcours montagne, hors rendement. Là, on va ne pas parler du rendement sur cette partie-là, sauf sur la partie récupération d'énergie. Donc, sur la partie montante, on va avoir des besoins un peu plus faibles sur la voiture thermique liés à sa plus faible masse. Les accessoires également sont à l'avantage de la voiture thermique, donc la voiture électrique a toujours ses accessoires qui pèsent beaucoup. Consommation à l'arrêt, c'est l'inverse, on l'a vu juste avant. Donc au global, les besoins énergétiques sont équivalents, autour de 20 kWh pour nos deux véhicules, hors rendement, hein. Et on va voir par contre que la i4, elle va faire la différence sur sa partie récup d'énergie. Elle va arriver à gratter un petit peu, environ 5 kWh, pour redescendre à un niveau un peu plus faible que la voiture thermique. Je le rappelle, si c'était une voiture hybride, on pourrait vraiment avoir des résultats qui soient un peu plus proches sur cette partie-là. Allez, on attaque la partie variation de vitesse, ça va ressembler un petit peu à notre parcours montagne, sauf que là maintenant, la partie dépensée, au lieu d'être de la montée, ça va être de l'accélération, et puis en non dépensant, on va plutôt être dans les phases de décélération. Donc voilà, énergie d'accel un peu plus forte sur les legs due à la masse supérieure, on a vu que ça dépendait de la masse. Une énergie non dépensée dans les deux cas, donc là on va rattraper les forces de frottement, transmission, pneus, aéro, hein. Donc quand on va être sur les phases de décel, on n'a pas besoin de les fournir, en fait on va utiliser ces forces pour se freiner. En plus de ça, une électrique ou alors une voiture hybride, si on avait une thermique hybride, que je n'ai pas simulé ici, eh bien on peut récupérer une partie de l'énergie fournie pour accélérer, et on voit qu'en fait on a un bilan qui est très intéressant. On va rajouter la partie sur le plat, hein, quasiment équivalente entre les deux, on l'a déjà étudié ça, donc je ne reviens pas dessus. Voilà, là si on fait la somme, alors dès qu'on met de la variation de vitesse, l'électrique prend clairement l'avantage, et je le rappelle, si on avait une voiture hybride, on pourrait sûrement peut-être pas atteindre ces mêmes niveaux-là parce que la batterie a une certaine capacité, mais en tout cas on réduirait l'écart. Mais vraiment un énorme avantage proposé par cette récupération d'énergie. On passe sur la partie hors des villes, donc on va avoir le périurbain, je vous le rappelle, dans le cycle, et puis après le cycle autoroutier, que j'ai regroupé dans le même chapitre, parce que vous allez voir qu'en fait ça se ressemble avec des tendances équivalentes, c'est simplement les intensités des signaux qui sont un petit peu différentes. Alors,
comme tout à l'heure pour la ville, on repart au début d'une consommation sur le plat à vitesse constante, donc en hiver. Alors, on va reparler tout de suite de nos consommations à l'arrêt et accessoires. Vous allez voir qu'ils ont une part beaucoup plus faible que tout à l'heure. Alors, pour deux raisons. Pour la partie à l'arrêt, bah, évidemment, on est moins à l'arrêt dans le cycle que j'ai créé. Et puis même les accessoires, en fait, ils vont tourner un peu moins longtemps au prorata du reste des consommations, puisqu'on roule un peu plus vite. Consommation aérodynamique existante tout à l'heure, et là maintenant, bah, on voit qu'elles prennent une part très importante, déjà sur l'usage routier et particulièrement sur l'usage autoroutier. Et ça, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente. L'ARR des pneus, donc la résistance au roulement des pneus, toujours assez stable, hein, donc on le rappelle, important de bien choisir vos pneus qui représentent quand même, allez, on va dire une vingtaine de pourcents globalement de la conso de la voiture. Consommation de transmission, toujours la même histoire. Donc là, pour l'instant, vous voyez qu'on est toujours à égalité. Si on intègre bien sûr le rendement moteur, eh bien, on va avoir la voiture électrique avec son très bon rendement qui repasse largement devant, à peu près d'un facteur 1,5 pour l'usage routier, et puis on va dire 2 tiers, 1 tiers pour l'usage autoroutier. Mais souvenez-vous, on doit rajouter les rendements de production d'énergie. Et là, finalement, ça nous amène sur ce cas très particulier, hein, du roulage à vitesse constante à plat, ce qui, je vous le rappelle, n'existe pas vraiment dans la vraie vie. Eh bien, on a des besoins énergétiques globaux qui sont assez proches au final. Alors, on suit le même schéma que tout à l'heure. Maintenant, on rajoute la partie dénivellation. Et donc, sur la partie montante, c'est la même histoire. Le thermique un peu plus léger, donc un peu moins de besoins. Bon, les accessoires, on a vu, hein, ils ont une importance assez faible. On va voir en fait qu'on arrive à faire de la régénération sur la dénivellation, sur la partie à moyenne vitesse, donc sur l'usage routier, c'est encore possible. On arrive à récupérer de l'énergie sur nos 3% de pente. Je rappelle qu'en moyenne, on a 3% de pente. C'est l'hypothèse qui a été retenue, 1500 mètres de dénivelé sur 100 km, montée-descente. Donc on arrive encore sur ces 3% de pente avec les forces de frottement résistantes des pneus, de l'aéro et de la transmission, eh bien, à récupérer un petit peu d'énergie supplémentaire. Mais on voit que ça s'est bien appauvri comparé au cas précédent en ville à basse vitesse. Et puis par contre, bah, sur autoroute, finalement, avec nos 3% de pente, bah, on n'arrive pas à compenser la force de freinage qui est générée par les frottements de la voiture, que je viens d'aborder précédemment. Et donc, bah, on ne fera pas de régène dans ce cas-là. Et ça, ceux qui ont des voitures électriques, souvent le sentent bien sur autoroute, dans des pentes assez faibles. Bon, bah, doit quand même accélérer. Alors, on voit que la conso baisse drastiquement, hein. On voit que si vous avez le témoin de conso sur votre voiture, vous allez voir que ça baisse drastiquement. Mais vous allez devoir accélérer légèrement pour maintenir une vitesse constante, qui, je le rappelle, est dans le cas présent de 130 km/h. Allez, on continue, variation de vitesse. Donc là, ce qu'on peut voir, avec la même histoire que pour la dénivellation, on bénéficie d'un peu moins globalement de récupération d'énergie. On récupère en énergie non dépensée sur les deux véhicules, je vous rappelle, hein, ces fameuses forces de frottement pneus, carrosserie, force aéro, et puis force de friction de la transmission. Et donc voilà, là on va la compenser, hein, sur les deux technologies. Donc on a des valeurs négatives. Et puis bon, en plus, on arrive quand même à faire un peu de régène sur les décélérations choisies, qui pourtant sont assez faibles, sur la partie voiture électrique. Et donc on arrive à recréer un décalage qui est quand même pas négligeable. Si on regarde les petits points, on est globalement du simple au double sur l'usage de l'usage routier, puis pareil, d'un 2 tiers en tiers sur l'usage autoroutier. Donc là, on voit de nouveau que c'est clairement là qu'arrive à se détacher la voiture électrique ou, je le rappelle, la voiture hybride. On arrive sur la synthèse globale, donc là, tous usages et avec les deux véhicules. Donc énergie dépensée sur le plat. Donc finalement, on voit que c'est plutôt stable et plutôt équilibré sur les deux. On va avoir les surconsommations liées au dénivelé qui vont s'appliquer sur les basses vitesses et qui vont disparaître sur l'autre vitesse. Sur notre cas, puisque je vous rappelle qu'on a des pentes assez faibles et finalement, en fait, dans les descentes, on va pouvoir compenser, faire de la récup d'énergie même sur le thermique, c'est-à-dire qu'on va compenser les frottements des pneus de transmission et frottements aéro. Les variations de vitesse qui par contre elles génèrent pas mal de différences, principalement bien sûr sur les basses vitesses, mais on voit que même sur les hautes vitesses, avec les quelques variations de vitesse, voilà, on arrive encore à créer un petit gap en besoin brut sur les deux véhicules. On vient rajouter nos rendements, et là on recrée encore un décalage important. Et voilà, on voit là, finalement, ça va correspondre à l'énergie que vous allez payer à la pompe. Donc là, on voit que pour des usagers qui vont faire beaucoup d'urbain et de périurbain, bon, l'avantage est indéniable en termes de consommation d'énergie. Après, vous avez vu que on paye quand même globalement au kilowattheure l'électricité un peu plus cher que le pétrole. Il n'y a que à la maison qu'on arrive à être concurrentiel. Mais voilà, cette différence de consommation d'énergie, eh bien, va largement compenser la différence de prix.
une remarque, nos versions 440i, donc nos versions essence, on voit que finalement c'est l'usage autoroutier qui est le plus efficient. Alors c'est assez surprenant et c'est un peu lié quand même, alors c'est un truc que les gros rouleurs peut-être connaissent, c'est un peu lié à la type de carrosserie. Là on a pris un très bon CX, par contre on a une grosse voiture lourde. Donc en fait, elle souffre beaucoup des variations de vitesse notamment, et puis s'il y avait plus de dénivelé, elle souffrirait également du dénivelé. Et par contre, sur l'autoroute, elle souffre assez peu du CX parce qu'elle est très efficiente sur ce point-là. On aurait une voiture avec un format plus typé monospace, on n'aurait sûrement pas ce résultat-là. Un petit monospace, par exemple, peu aérodynamique mais pas très lourd, on aurait sûrement l'inverse. Voilà, petite parenthèse. Et puis on va rajouter nos rendements de production d'énergie. Ça ne change pas vraiment la donne, hein. On arrive à la même conclusion. C'est pas ce qui finalement change radicalement le sujet. Allez, un petit bonus, je me suis prêté au jeu de l'influence de la masse. On a toujours tendance à dire, bah, finalement, c'est très grave, les voitures électriques sont beaucoup plus lourdes. Donc voilà, vous avez vu déjà que malgré la différence de poids, la i4 est largement devant quand même sur l'ensemble des usages. Il n'y a pas trop photo sur le bilan énergétique, on va dire. On vient maintenant, on va s'amuser à rajouter sur nos voitures 500 kg. Et finalement, qu'est-ce que ça donne? Alors là, vous avez les situations en haut de ce qu'on vient de voir juste avant, donc l'urbain, le routier, l'autoroutier, puis j'ai fait un cycle mixte. Alors on va regarder, tiens, à la limite que le cycle mixte, ce sera peut-être plus simple. En gros, on était à 19 kWh au 100 avec la i4, ça fait environ 2 litres au 100, en équivalent kWh-litre d'essence. On n'est pas sur du diesel, on est sur de l'essence, donc il y a un rapport de 9 et non pas de 10, comme j'ai pu vous le dire dans les précédentes vidéos. Et on va être autour de 8 litres en usage mixte sur notre 440i. Voilà, c'est à peu près réaliste. Et bien si je rajoute de la masse, je vais prendre 11% de consommation seulement, entre guillemets, hein, sur la version i4. Je vais passer à 21 kWh, seulement 11%. Et elle va doubler, cette surconso, on passe à 20% pour la version thermique. Donc en fait, on voit que, une fois de plus, hein, c'est cette fameuse récupération d'énergie en descente et liée aussi aux variations de vitesse qui nous permet d'absorber cette prise de masse. Et finalement, le fait qu'elle soit beaucoup moins influente sur la voiture électrique que sur la voiture thermique. Allez, ben, on en arrive à la conclusion de notre petit match entre les deux voitures. Voilà, je ne rappelle pas, les ELEC, vous avez vu, globalement, on est toujours inférieur en besoin énergétique, et notamment dû au rendement, mais surtout la récupération d'énergie. Le petit exercice de la prise de masse était intéressant parce qu'il va un petit peu à l'encontre de ce qu'on peut entendre avec bah oui, les voitures prennent de l'embonpoint et tout. Oui, mais avec les voitures électriques, bah, la prise d'embonpoint, elle a finalement relativement peu d'impact. Alors ceux qui voyagent souvent en chargeant bien le coffre se rendent d'ailleurs compte que finalement ça change pas tant que ça la conso, malgré le fait qu'on ait peu d'énergie embarquée, donc ça devrait se voir énormément, c'est pas le cas. Par contre, à contrario, tirer une caravane qui a elle un CX qui est assez fort, bah là par contre, dès qu'on va être sur autoroute, on va avoir beaucoup de mal et on va vider notre batterie très rapidement. Voilà, c'est encore des usages très peu accessibles aujourd'hui. Mais c'est pas lié à la masse de la caravane, je le rappelle, c'est lié plutôt globalement à la pénétration dans l'air. Alors, petite parenthèse, hein, et j'en ai déjà parlé, mais pour avoir une vraie étude comparative, il faut faire une analyse de cycle de vie. Globalement, ces analyses de cycle de vie, elles sont disponibles, hein, vous pouvez en trouver plusieurs. Elles tirent toutes à cette même conclusion que globalement, la voiture électrique, on va dire globalement un peu plus écologique. Alors après, ça dépendra quand même de la pondération que vous mettez sur chaque critère entre l'utilisation de terres rares, par exemple, le CO2, différentes pollutions atmosphériques ou particules et autres. Voilà, vous pourrez avoir des conclusions avec des choses un petit peu différentes. Donc globalement, la tendance, c'est quand même que effectivement, la voiture électrique, vous l'avez vu, elle consomme beaucoup moins, donc elle arrive quand même à compenser même ces problèmes de fabrication assez facilement finalement. Voilà, nous, notre but aujourd'hui, c'est de ne pas définir laquelle est la mieux. On voit qu'il y a aussi la voie de l'hybride hein, qui représente quand même un vecteur d'innovation qui paraît pas déconnant d'aller gratter également, parce que tout le monde, on a vu sur la vidéo précédente, c'est pas forcément facile que tout le monde passe à l'électrique. Hein, ceux qui n'ont pas accès notamment à des recharges à domicile, bon, c'est quand même assez contraignant, donc peut-être que pour eux, d'autres solutions peuvent exister. Puis on avait parlé également des différents usages. Là, je pense que ça vous a permis par contre de voir un peu comment ça se comportait sur les différents usages pour chacun des deux véhicules. C'était le but de cette vidéo. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous mets le petit lien de parrainage Tesla. N'hésitez pas à vous abonner. Notamment, je vais faire une prochaine vidéo. Je n'avais pas prévu, mais on va faire une petite vidéo bonus. En écoutant une interview de Jean-Marc Jancovici, il propose de faire des voitures à 1 litre ou 1,5 litre au 100. Et donc, on va s'amuser avec notre petite calculette en optimisant tous les paramètres, à voir si on y arrive, nous. Au moins en virtuel, après il faudra la fabriquer. Mais on va voir si on arrive à faire quelque chose de ce type-là. Ce sera la dernière vidéo de cette petite saga. Merci d'avoir pris le temps d'écouter et je serais ravi d'écouter vos commentaires, enfin plutôt de lire vos commentaires et de rebondir dessus.